Le rire était venu avant le gong, et c'était déjà une menace concrète. Quand quelqu'un rit, il croit que l'issue est décidée, et à cet instant précis, Mike Tyson comprit qu'il ne combattait pas seulement un homme, mais une certitude collective. Le danger n'était pas d'être mis KO, mais d'être réduit à une erreur de jugement public. Son regard resta fixe, tandis qu'une question invisible se propageait dans le gymnase. Que se passe-t-il si le gamin échoue? L'adversaire bougeait avec un excès de confiance, comme quelqu'un qui écrit déjà sa propre victoire, et le public renforçait ce récit par des commentaires et des rires dispersés. Tyson sentit le poids de cette attente erronée, sachant que le moindre geste précipité confirmerait le mépris. Le gong approchait comme une frontière morale, et personne ne comprenait que ces premières secondes décideraient de bien plus qu'un combat. Le gymnase paraissait trop stable, et cette fausse sécurité dissimulait quelque chose prêt à s'effondrer. Les lumières dures découpaient le ring comme une scène de jugement, tandis que le public murmurait avec l'assurance de ceux qui pensent tout comprendre avant le premier coup. Le danger ne venait pas du bruit, mais de l'ordre invisible qui soutenait ce lieu. L'âge comme autorité, la réputation comme bouclier. La question qui s'insinuait était simple et cruelle. Et si cette logique était fausse? Tyson sentait l'environnement tenter de le pousser vers un rôle inférieur, espérant qu'il accepte la place qu'on avait choisie pour lui. L'adversaire tournait détendu, presque ostentatoire, comme si tout l'espace travaillait en sa faveur. Chaque rire renforçait la menace silencieuse. Ici, celui qui ne confirmait pas l'attente serait écrasé par elle, et le ring semblait prêt à en exiger le prix. Rien, à première vue, ne paraissait dangereux dans cet espace, et c'est précisément pour cela que le risque était plus grand. Le public se reposait sur sa propre certitude, comme si le combat n'était déjà plus qu'une formalité avant la célébration. Tyson percevait les petits signes d'effondrement que personne d'autre ne voyait. Des regards rapides en quête d'approbation, des rires un peu trop forts, des gestes un peu trop larges. La question flottait, dérangeante. Que se passe-t-il quand un système a trop confiance en lui-même? L'odeur de sueur ancienne et de cuir mêlée à l'air chaud créait une sensation de répétition, comme si tout s'était déjà produit auparavant. Mais Tyson savait que cette nuit ne suivait pas le scénario attendu. Chaque seconde augmentait la tension, car plus l'environnement se sentait à l'aise, plus la correction de la réalité serait violente lorsqu'elle s'imposerait enfin. Le ring, isolé par la lumière, fonctionnait comme un piège symbolique. Celui qui y entrait n'y portait pas seulement son corps, mais l'identité que les autres projetaient tout sur lui. L'adversaire semblait s'en nourrir, se rassasiant du respect automatique qu'il recevait sans avoir à prouver quoi que ce soit. La véritable menace était invisible. Si Tyson se trompait, il ne perdrait pas seulement le combat, il perdrait le droit d'être pris au sérieux dans ce monde-là. Le public observait comme un tribunal informel, prêt à confirmer sa sentence initiale. La question devenait inévitable. Quelqu'un était-il préparé à voir cette structure se briser? Tyson conservait une posture basse, silencieuse, tandis que l'atmosphère s'épaississait. Chaque respiration contenue suggérait que cet espace n'était pas prêt pour ce qui allait se produire, et que le premier coup pourrait atteindre bien plus qu'un corps. Mike Tyson ressentait le poids du regard collectif comme une provocation constante, et c'était précisément l'épreuve. Il n'y avait pas d'insulte directe, seulement le doute silencieux quant à sa légitimité ici. La question qui le pressait ne venait pas de l'adversaire, mais de l'environnement. Serait-il englouti ou resterait-il entier? Chaque muscle de son corps était prêt, mais son esprit devait rester immobile. Tyson savait que tout excès, trop de force, trop de hâte, serait interprété comme de l'immaturité. Le vrai danger était de perdre le contrôle émotionnel avant le contrôle physique. Tandis que le public évaluait son âge, il révisait mentalement chaque entraînement, chaque correction sévère, chaque erreur répétée jusqu'à disparaître. Le silence intérieur était sa seule protection. Pourtant, quelque chose menaçait de briser ce calme, l'attente collective de son échec, et la tentation de prouver le contraire trop tôt. L'antagoniste de son côté paraissait à l'aise sous la pression, et cela dissimulait sa fragilité. Il souriait, parlait, cherchait le contact visuel avec le public, comme quelqu'un qui a besoin d'être vu pour exister pleinement. La question qui le hantait, sans qu'il en ait conscience, était dangereuse. Et si le respect qu'il reçoit ne suffisait pas aujourd'hui? Son corps était relâché, presque négligent, faisant confiance à des schémas anciens qui avaient toujours fonctionné. Cet excès de confiance créait de petites ouvertures, imperceptibles pour quelqu'un qui n'avait jamais été puni pour elles. Tyson observait tout en silence, sentant le contraste entre le besoin de validation de l'autre et son propre refus de réagir. La tension montait parce que cet homme croyait déjà dominer la situation, sans remarquer que son identité dépendait trop de la réponse extérieure, et que cela pouvait être exploité à tout instant. Entre les deux, le ring semblait rétrécir à chaque instant. La pression ne venait pas des coups, mais de ce que chacun représentait là.
Tyson portait le risque d'être réduit à une promesse avortée, tandis que l'adversaire risquait quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé de perdre, son autorité. La question était désormais de savoir qui percevrait le véritable danger en premier. Le public, inconscient, continuait de traiter le combat comme la confirmation d'une hiérarchie ancienne, sans voir que cette croyance commençait à devenir un poids mort. Tyson gardait le corps bas, les yeux fixes, comme s'il attendait un signal que lui seul reconnaîtrait. L'antagoniste se déplaçait avec trop de liberté, et cette différence de posture créait une tension presque physique dans l'air. Quelque chose était sur le point de changer, et aucun des deux ne pourrait revenir en arrière lorsque cela arriverait. Le moment où le gong approche transforme tout en exposition publique. Il n'y a plus d'espace pour reculer sans coup, et Mike Tyson sent que chaque seconde immobile amplifie le jugement autour de lui. La question est désormais simple et cruelle. Qui soutiendra sa propre identité lorsque l'attente exigera confirmation? L'adversaire traverse le centre du ring à grandes enjambées, offrant une présence avant même d'offrir un danger réel. Le public réagit à ce geste comme s'il s'agissait déjà d'une victoire, et cet applaudissement anticipé crée un piège invisible. Tyson comprend que toute hésitation sera lue comme de la peur, mais que toute explosion prématurée sera lue comme du désordre. Le risque se resserre comme un nœud. Agir trop tôt ou trop tard signifierait perdre quelque chose d'essentiel. Le gong semble retarder volontairement, étirant la tension jusqu'au point où il n'y a plus de sortie nette. Lorsque le son métallique finit par trancher l'air, le ring cesse d'être un espace et devient une sentence. Tyson avance juste assez pour tester la réaction, et cela suffit déjà à altérer l'équilibre émotionnel de l'adversaire. La question qui surgit est inconfortable. Pourquoi le gamin n'est-il pas nerveux? L'antagoniste répond par l'excès, lançant des mouvements larges, presque didactiques, comme s'il voulait donner une leçon publique. Chaque geste porte le besoin de prouver quelque chose aux autres, et non à lui-même. Tyson observe, absorbe, recule d'un demi-pas, et ce demi-pas crée le doute là où régnait la certitude. Le public perçoit le changement sans encore le comprendre, et le silence commence à s'infiltrer entre les murmures. Le combat n'a pas encore explosé, mais la hiérarchie commence déjà à grincer sous le poids de sa propre arrogance. La tension devient physique lorsque l'antagoniste tente d'imposer le rythme, accélérant sans nécessité. Il croit que la vitesse et la présence résoudront tout rapidement, et cette croyance crée de la prévisibilité. La question se déplace alors. Qui contrôle réellement ce temps? Tyson maintient une garde compacte, respirant de façon presque imperceptible, comme si le chaos ne l'atteignait pas. Chaque attaque qui passe dans le vide renforce une sensation dangereuse chez l'adversaire, celle d'être étudié. Le public le ressent avant de le comprendre, réagissant par une inquiétude croissante. Le risque cesse d'être seulement de perdre le combat, et devient celui de perdre la maîtrise émotionnelle devant tous. Tyson ne répond toujours pas, et ce refus de réagir crée une pression plus forte que n'importe quel coup. Le conflit se resserre lorsque l'adversaire sourit de nouveau, tentant de réaffirmer sa confiance, mais le geste sonne déjà forcé. Tyson perçoit la fissure et comprend que le point de non-retour approche. La question finale de cet instant est dévastatrice. Que se passe-t-il quand quelqu'un réalise qu'il a sous-estimé au mauvais moment? Le ring paraît plus petit, l'air plus lourd, et chaque pas porte désormais une conséquence. Le public retient son souffle sans s'en rendre compte, sentant que quelque chose est sur le point de se produire, sans savoir exactement quoi. Tyson ajuste légèrement la position de ses pieds, un détail minuscule qui passe inaperçu pour presque tous. Cet ajustement, pourtant, signale que la retenue touche à sa fin, et que le silence imminent ne sera pas accidentel. La fausse accalmie qui s'installe est plus dangereuse que le chaos. L'adversaire réduit le rythme un instant, comme quelqu'un qui croit avoir compris le schéma, et ce bref ajustement crée l'illusion du contrôle. La question qui s'impose est traîtresse. Et si ce n'était plus qu'une question de temps? Le public interprète le repli comme une stratégie mûre, confirmant le récit qu'il souhaite maintenir. Tyson sent le risque grandir, car la complaisance de l'autre ouvre la voie à des erreurs plus graves. Chaque seconde sans réponse directe augmente la confiance erronée de l'antagoniste, et cette confiance pousse tout l'environnement à choisir un camp. Tyson garde une respiration courte, sachant que le moindre signe d'anxiété révélerait tout. Le danger n'est pas le prochain coup, mais la croyance collective que rien de décisif ne peut arriver soudainement. L'antagoniste tente d'imposer une conversation corporelle, poussant avec l'épaule, touchant le gant, cherchant à provoquer une réaction. La question change de forme. Tyson va-t-il mordre à l'hameçon? Le public se penche en avant, attendant que le jeune perde sa contenance. Ce contact apparemment anodin porte une menace psychologique. Briser la concentration, forcer une réponse émotionnelle. Tyson accepte le contact sans réagir, et cette neutralité crée un malaise immédiat. L'adversaire sent que quelque chose ne s'emboîte pas, sans parvenir à identifier quoi. Le piège se referme parce que, plus il provoque,
plus il expose son propre besoin de contrôle. Le silence de Tyson commence à résonner comme un défi, et la tension s'épaissit lorsque l'antagoniste réalise qu'il ne combat pas l'agressivité, mais son absence. La foule commence à se diviser intérieurement, et cette division crée du bruit. Certains rient encore, d'autres observent en silence, tentant de recalculer ce qu'ils voient. La question devient collective. Pourquoi rien ne se déroule comme prévu? L'antagoniste accélère de nouveau, essayant de reprendre le protagonisme par le volume et la présence. Chaque coup lancé sans précision augmente l'urgence, car désormais il doit prouver quelque chose rapidement. Tyson recule juste ce qu'il faut, comme s'il tirait une corde invisible. Le risque s'intensifie parce que la distance entre contrôle et désespoir diminue à chaque seconde. Le public sent que quelque chose se prépare, sans savoir par qui. Cette incertitude crée un vide d'attente prêt à être comblé de manière violente. Lorsque l'antagoniste décide d'avancer franchement, le piège se complète. Il croit que la pression dissipe les doutes, et cette décision porte le poids du point de non-retour. La question finale de cet instant est brutale. Que se passe-t-il quand quelqu'un confond initiative et domination? Tyson perçoit l'ouverture non comme une opportunité, mais comme une conséquence inévitable. Ses pieds s'ajustent à nouveau, le tronc se détend, et le monde semble ralentir. Le public ne comprend pas encore, mais ressent le changement dans l'air, comme avant un impact inévitable. L'adversaire entre avec trop de conviction, et cette conviction l'empêche de percevoir l'erreur. L'instant suivant promet de briser non seulement le combat, mais toute la logique qui soutenait cette confrontation. La première seconde après le gong n'explose pas, elle se comprime. Tyson avance sans hâte, et cette absence d'urgence crée un danger invisible. La question que personne ne formule est trop simple pour être confortable. Pourquoi ne se précipite-t-il pas? L'adversaire lit cela comme une hésitation, et décide de prendre l'espace avec autorité, faisant un pas un peu trop large. Dans cette micro-erreur, quelque chose se déplace. Tyson incline le corps, non pour fuir, mais pour s'aligner. La respiration reste courte, contrôlée, tandis que les yeux calculent des angles que l'autre n'a jamais appris à voir. Le public attend encore du bruit, de l'impact, une violence évidente. Ce qu'il ne perçoit pas, c'est que la décision est déjà prise, et que le résultat dépend désormais uniquement de l'exécution. Le silence grandit parce que le mouvement suivant ne demande pas la permission. Il se produit simplement. La seconde suivante ne ressemble pas à une attaque, mais à une correction. Tyson entre d'un demi-pas, pivote le tronc avec une précision chirurgicale et délivre un coup court, sec, là où l'adversaire croyait être protégé. La question surgit alors trop tard. Comment cela a-t-il traversé la garde? L'impact n'est pas spectaculaire, mais il est total. Le corps de l'antagoniste réagit avant l'esprit, se pliant légèrement, brisant le rythme qui soutenait sa confiance. Tyson ne célèbre pas, ne poursuit pas avec excès. Il est déjà repositionné, comme s'il anticipait la réaction suivante. Le public émet un son confus, incapable de classifier ce qu'il vient de voir. Ce n'était ni de la chance, ni de la force brute. C'était le timing. Et cette reconnaissance partielle crée un malaise immédiat, car elle suggère que ce qui suit pourrait être encore plus définitif. À la 3e seconde, l'inévitabilité se révèle. L'adversaire tente de répondre, mais le commandement ne vient plus clairement. Tyson perçoit l'hésitation minimale et la transforme en ouverture finale. Un nouveau coup, tout aussi court, entre sans avertissement, interrompant toute tentative de récupération. La question n'est plus « que va-t-il se passer ?» mais « comment cela s'est-il terminé si vite ?» Le corps de l'antagoniste cède, non dans une chute dramatique, mais dans un effondrement fonctionnel. Le ring devient silencieux d'une manière antinaturelle, comme si l'espace avait été vidé de son son. Tyson recule immédiatement, posture intacte, respiration stable. Il n'y a aucun geste de victoire, car l'objectif n'était pas de prouver quoi que ce soit aux autres. Le choc collectif naît précisément de cette retenue, et le silence confirme que quelque chose d'irréversible vient d'être exposé. Le silence après l'impact n'apporte pas de soulagement, il apporte de la confusion. L'adversaire reste debout un instant, et c'est ce qui est le plus perturbant. La question qui le traverse n'est pas s'il a perdu, mais ce qu'il vient exactement de perdre. Son corps répond avec retard, les genoux faiblissent légèrement, et l'esprit tente de réorganiser une réalité qu'il ne reconnaît plus. Il regarde Tyson en quête d'un signe d'hostilité, de provocation ou de confirmation de supériorité. Il ne trouve rien. Cette absence crée un vide inconfortable, car il n'y a pas d'ennemi clair à haïr. Le public observe, choqué, comprenant que quelque chose d'essentiel a changé, sans savoir comment. L'antagoniste sent son autorité s'échapper sans bruit, comme du sable entre les doigts, et réalise trop tard que son identité reposait sur quelque chose de trop fragile pour résister. Alors que l'arbitre s'avance, l'antagoniste tente de se redresser, mais quelque chose en lui a déjà cédé.
La question devient intime et douloureuse. Quand ai-je cessé d'apprendre? Il comprend qu'il a réagi par réflexe, non par choix, et cette constatation fait plus mal que le coup. Chaque ancien entraînement, chaque victoire passée commence à sembler lointain, presque insignifiant. Tyson reste immobile, attendant les instructions, et ce calme aggrave la crise. Il n'y a aucun triomphe visible contre lequel se révolter. Le public, autrefois complice, observe désormais avec un respect silencieux, et ce changement amplifie le malaise. L'antagoniste comprend qu'il n'a pas été exposé comme faible physiquement, mais comme quelqu'un qui a confondu expérience et profondeur. Cette perception ne peut être ignorée, et les dégâts ne se limitent pas au ring. Lorsque l'arbitre confirme la fin, l'antagoniste ressent le poids réel du moment. La question qui le hante est inévitable. Qui suis-je sans la certitude de ma supériorité? Il n'a pas été humilié, et c'est ce qui rend tout plus difficile. Il n'y a pas d'excuse facile, pas de colère à diriger, seulement un miroir inattendu. Tyson s'éloigne sans se retourner, et ce geste final scelle la rupture. L'adversaire comprend qu'il a perdu quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qui soutenait ses décisions depuis des années. Le public commence à réagir, encore retenu, comme quelqu'un qui a été témoin de quelque chose qu'il ne peut pas annuler. Le ring, désormais silencieux, montre clairement que le combat s'est terminé il y a quelques secondes, mais que la conséquence psychologique ne fait que commencer.